Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale agriculture en Afrique avec un dossier consacré à la commercialisation du riz local au Sénégal. Au sommaire également, c'est le joker qu'on n'attendait pas. Contre toute attente, Sami Badibanga a été nommé Premier ministre en République démocratique du Congo. Et puis au Tchad, la majorité présidentielle désamorce une motion de censure contre le gouvernement. La session plénière prévue ce jeudi a été annulée faute de quorum de députés présents. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur Mohamedou Dia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et fondateur du journal Les Défis panafricains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec nous également sur ce plateau, Monsieur Xavier Zola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Bénin Expertise et Services. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Et sans oublier notre éditorialiste Gracien Rukindikiza. Gracien, bonsoir. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Il n'était pas souvent cité parmi les pressentis portant, c'est bien sur lui que le choix s'est porté. Sami Badibanga a été nommé au poste de Premier ministre ce jeudi par le président Joseph Kabila. Une décision saluée par Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Écoutons-le. Nous prenons acte de la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre par le président de la République. Il est de l'UDPS. Il est proche à Félix Tshisekedi, ancien lui-même conseiller spécial du président Tshisekedi. Nous pensons qu'avec la nomination de Sami Badibanga, qui est président du groupe parlementaire de l'UDPS, cette fois-ci, le rassemblement va rejoindre l'accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine. Monsieur Dia, peut-être une réaction à cette réaction de Vital Kamerhe qui était pressenti comme, qui était considéré comme le favori pour ce poste. On voit qu'il est déçu à regarder son visage. On le serait à moins parce que là, il a joué gros et il a perdu. Monsieur Badibanga a eu comme atout le fait qu'il est du Kasaï et qu'il est un transfuge donc de l'UPDS de Etienne Tshisekedi, qui est lui le vrai patron de l'opposition réelle. Cette opposition est une opposition de circonstances, de confort, qui ne représente pas du tout donc l'opposition dans le pays et qui a joué un jeu assez trouble, guidé ou téléguidé par Edem Kodjo, qui malheureusement est coutumier des faits. On se rappelle de la sortie du Maroc à l'époque l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, et il a joué encore un sale coup comme ça à la démocratie africaine, en tout cas au niveau de la RD Congo, avec ce simulacre, disons, de rassemblement de l'opposition qui aboutit à cette nomination qui ne sera pas acceptée par le rassemblement qui est la véritable structure de l'opposition congolaise. Oui, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment une nomination qui va évoluer pour régler le conflit qui se trouve en RD Congo. Or, on voit bien qu'il pose des problèmes. Finalement, on a fait un pas en avant et on fait un pas en arrière. S'imagine vraiment ce qui va se passer parce que l'opposition va continuer à contester et la personne qui vient d'être nommée déjà était exclue de l'UDPS. Donc finalement, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime par rapport à... Et d'ailleurs, à ce qui était déjà prévu au niveau même de l'accord qui était soutenu par... Pour vous, l'accord n'a pas été respecté? Non. L'accord n'a pas été du tout respecté, même si on sait bien que ce n'étaient pas tous les opposants qui faisaient partie de cet accord. Je pense que Vital Kamerhe, il est très déçu. Il ne le dit pas, bien sûr, devant l'écran, mais parce qu'il a été pratiquement trahi par rapport à l'application de l'accord lui-même qu'il a signé. Monsieur Zola, qu'est-ce qui, selon vous, a joué en la défaveur de Vital Kamerhe? Il faut dire que jusque-là, moi, je n'ai pas très bien compris la stratégie de M. Kamerhe. Parce que, de toutes les façons, même s'il était nommé, ça allait aboutir à quoi? Dans sa vision d'être président, de se faire élire président après, est-ce que ça pouvait vraiment jouer dans cette stratégie? Dans tous les cas, une fois que toutes les parties ne sont pas concernées, toutes les parties ne s'impliquent pas, on est très loin de sortir donc, de l'auberge. C'est un marché de dupes.
La preuve, le président est allé chercher quelqu'un, un transfuge, et ils veulent le faire passer pour un proche de M. Tshisekedi. Mais ça ne va pas marcher. Et la stratégie de M. Kamere aussi ne va pas marcher. Et malheureusement, c'est le peuple congolais qui va perdre. C'est ce peuple qui va souffrir et qui va continuer à souffrir. Je pense que la stratégie de Vital Kamerhe aurait pu, disons, aboutir s'il avait été nommé Premier ministre et qu'en tant que Premier ministre, avec cette autorité, il aurait poussé, parce qu'il aurait eu une certaine force, il aurait poussé Kabila à appliquer, disons, à suivre la Constitution, à s'arrêter en 2018, à ce qu'il vraiment y ait des élections sans Kabila, et aussi en essayant de se rapprocher avec les autres opposants, qu'il fasse le pont entre le pouvoir et les opposants. De cette façon, il serait arrivé aux élections présidentielles en disant « Voilà, j'ai été l'homme de la situation ». Je pense que ça aurait été marché si vraiment il avait été Premier ministre et joué dans ce sens. Monsieur Dia, avec ce choix totalement inattendu, le président Joseph Kabila n'est-il pas finalement en train de montrer qu'il a encore des cartes en main pour brouiller l'échiquier politique congolaise? Mais absolument, puisque M. Kabila est renforcé par le sommet de Luanda, où il a eu le soutien de l'ensemble des chefs d'État qui étaient là-bas. Mais on pouvait penser que ces chefs d'État n'allaient pas le désavouer pour une raison bien simple. Ils sont les moins indiqués pour dire qu'il faut respecter la limitation des mandats. Ce n'est pas M. Dos Santos qui a 37 ans de pouvoir ou d'autres comme M. Kagame qui ont changé leur constitution pour pouvoir se représenter. Et puis on peut continuer la liste dans toute l'Afrique centrale où ce n'est vraiment pas la vraie démocratie qui triomphe. Donc M. Kabila s'est dit, mais pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Sauf que lui, je crois qu'il n'a pas la force que les autres ont, puisqu'il a un pays qui est trop grand, qui est un continent, qui est la RD Congo, l'ex-Zaïre, et que ce pays est déjà très divisé et il ne le contrôle pas du tout d'ailleurs dans sa totalité. Et les confrontations, malheureusement, vont se poursuivre parce que M. Kabila n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Ni d'ailleurs en 2018, qui est l'horizon qui a été, disons, décidé par ces gens-là qui se sont réunis pour dire qu'ils faisaient l'opposition, qui acceptaient de dialoguer. Gracien, compte tenu de ce qui vient d'être dit, quelle doit selon vous être la ligne de conduite du rassemblement? Le rassemblement doit continuer à jouer, disons, l'opposition, à préconiser beaucoup de choses, mais en même temps, tout dépend comment les politiciens peuvent faire. Est-ce qu'il faut faire des manifestations pour pousser? En tout cas, dans tous les cas, il faut pousser le pouvoir, il faut pousser Kabila à vraiment s'adapter, même changer de Premier ministre en cours de route, parce que de cette façon, on voit mal comment l'opposition pourrait vraiment, disons, arriver jusqu'à terme aux élections. Lesquelles élections, on ne sait pas s'il y en aura, mais c'est le problème du peuple congolais finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple congolais ne souffre pas pendant cette période et à l'après-période? Parce qu'on peut s'imaginer, il y a des manifestations pacifiques, on peut s'imaginer aussi des troubles qui peuvent évoluer vers une sorte de guerre. On sait bien ce qui se passe souvent au Congo, en RD Congo, notamment à l'est du Congo. Merci, Gracien. Dans l'actualité également au Tchad, l'opposition a déposé en octobre 2016 une motion de censure contre l'actuel gouvernement. Celle-ci devait être soumise au suffrage des députés ce jeudi, mais le vote a été repoussé. 110 députés étaient en effet absents sur les 184 sièges existants. Voyez ce reportage de notre correspondant Mahamé Ramadan, commenté par Birama Saounera. Et on en parle juste après. Au Tchad, le vote de la motion de censure du gouvernement n'a pas eu lieu comme prévu ce jeudi 17 novembre 2016. Et pour cause, le quorum réglementaire d'un tiers des députés pour une session parlementaire n'est pas atteint. Avec 110 absents et 21 excusés sur 188 députés, le président de l'Assemblée a reporté la session pour une date ultérieure. Les députés de l'opposition n'ont pas caché leur déception. C'est regrettable pour la démocratie également. Dès lors que nous voulons, à travers cette motion de censure, échanger humblement des questions brûlantes de l'heure avec le gouvernement, et que le gouvernement se permet le luxe de faire un travail de sous-marin pour permettre à ce que la majorité esquive les débats, c'est vraiment regrettable. Pour le gouvernement, la politique de la chaise vide appliquée par les députés de la majorité présidentielle à cette session parlementaire
prouve que les représentants du peuple soutiennent la politique de l'actuel exécutif. Notre majorité a, semble-t-il, compris le jeu de l'opposition, de jouer les plans concoctés par l'opposition pour exploiter de façon éhontée la situation que nous sommes en train de vivre. Et dans le même temps, elle a exprimé à travers son absence son soutien total au gouvernement. Rappelons qu'en octobre 2016, les députés de l'opposition ont interpellé au Parlement le chef du gouvernement tchadien sur la crise socio-économique que traverse le pays et la gestion des revenus du pétrole. Gratien, peut-être déjà revenir sur les origines de cette motion de censure. Oui, il faut... En fait, l'opposition avait soumis une motion de censure et le Parlement avait refusé l'étude de cette question et l'opposition a dû passer par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a intimé l'ordre, qui a décidé que la question soit analysée au Parlement. Et voilà, au moment où il faut que la question soit analysée au Parlement, on voit bien les députés de la majorité quittent l'Assemblée, quittent la séance, ce qui est vraiment très déplorable pour la démocratie africaine. Concrètement, qu'est-ce qui est reproché à ce gouvernement tchadien? Concrètement, il est reproché à ce gouvernement tchadien, disons, notamment, il est reproché la mauvaise gestion de la crise financière aujourd'hui, parce qu'avec la chute des cours du pétrole, il y a la crise financière, la crise budgétaire au Tchad. Il y a aussi l'envoi des troupes tchadiennes à l'étranger. Il faut que ça soit expliqué, il faut que le peuple sache. Or, c'est ce débat-là qui devait être au Parlement pour que le peuple comprenne. Parce qu'à travers les questions au Parlement, à travers les discussions, les débats au Parlement, c'est le peuple qui arrive à savoir réellement ce qui se passe parce que les députés représentent le peuple. Alors, l'opposition pointe du doigt notamment les 16 mesures d'austérité qui ont été mises en place récemment par le gouvernement. Monsieur Zolam, est-ce que ce gouvernement avait vraiment le choix compte tenu de la conjoncture actuelle ? Ce qui se passe, le gouvernement n'a peut-être pas le choix, mais je déplore aussi, je trouve que ce n'est pas vraiment bien d'éviter le débat. Il faut vraiment faire le débat. Si la situation elle est difficile, il faut pouvoir en parler, il faut en parler aux députés, il faut en parler au peuple et expliquer donc les tenants et les aboutissants et en même temps proposer ce qu'on est en train de faire, dire ce qu'on est en train de faire pour donc faire face à la situation. C'est pour ça que en évitant le débat, en faisant en sorte que les députés ne viennent pas, même pas, ils pouvaient venir, le gouvernement allait s'expliquer, le Premier ministre allait parler, et à l'occasion donc du vote de censure, ils vont voter contre. Et ça aurait été plus élégant, ça aurait été bien, mieux, et cela aurait permis vraiment au peuple tchadien donc de comprendre la situation. Donc le procédé de la sorte, c'est comme s'il y a des choses qu'on ne veut pas expliquer, c'est comme si on prend peut-être le Parlement comme, je ne sais pas, un organe dont on n'a pas peut-être besoin, à qui on n'a pas besoin de parler avant de fonctionner, et c'est ce qui n'est pas bien. Monsieur Dia. Je crois que la raison d'être d'un Parlement, c'est d'être le lieu du débat. Et en démocratie, il faut que les gens débattent. Je crois même en ce moment, en France, ici, il y a une motion de censure qui est en cours. Et le propre même du débat, de l'existence d'une motion de censure, pour les députés de l'opposition comme les députés de la majorité, c'est de se retrouver. Et les députés de la majorité n'ont pas à fuir. Ils doivent être sur place et défendre donc leur position et rejeter la motion de censure. C'est très simple, il faut la rejeter puisqu'ils sont majoritaires. Donc, mais cette motion de censure, qui portait à la fois sur la gestion de la manne pétrolière, de l'impasse dans laquelle se trouve le système scolaire, mais aussi des interventions extérieures des forces tchadiennes, c'est un peu une motion fourre-tout. Pour l'efficacité d'une motion, il faut choisir un sujet et un seul et s'y focaliser. Bon, je crois que l'opposition a péché en voulant trop embrasser Maletrin, et donc voilà ce qui se passe. Alors, Gratien, une autre séance est programmée dans les prochains jours, mais dans un hémicycle finalement composé à majorité de membres de la coalition au pouvoir. Est-ce que cette motion de censure finalement peut passer ?
Non, la motion de censure ne va pas passer. Mais on sait bien, mais le problème, l'opposition sait bien que la motion ne peut pas passer. Mais la réalité, c'est ce que les oppositions provoquent, même, comme il vient de le dire, même en France, quand on lance une motion de censure, tout en sachant qu'on est une minorité, c'est qu'on veut provoquer les débats. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce débat et savoir comment les autres vont se défendre. Il ne suffit pas seulement de rejeter, mais il faut débattre. C'est un lieu de débat. C'est le seul endroit où on peut débattre. Souvent, les dirigeants africains oublient qu'ils ont l'impression qu'il ne faut pas critiquer leurs actions, ils ont l'impression qu'il ne faut pas les juger. Il y a un pays où la démocratie est vraiment très avancée, c'est le Ghana. La démocratie ghanéenne est plus avancée que les démocraties même européennes. On peut porter plainte contre un président de la République ou porter plainte contre une mesure qui a été décrétée par le gouvernement et un individu peut gagner contre cette mesure et la mesure est retirée. Et là, c'est vraiment, il faut que les autres pays, les autres présidents apprennent du Ghana. Merci Gratien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.